Je vous en parlais la semaine dernière, on va continuer sur la série de la résistance à l'insuline. Je vais commencer par vous expliquer quelque chose, pour bien comprendre la gravité, j'ai envie de dire, de la situation. Il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle de l'humanité, les principales causes de décès étaient causées par les micro-organismes. La peste, le choléra, la grippe, c'était des virus ou des bactéries qui décimaient littéralement la population humaine. À l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas. Il y a la vaccination qui est passée par là, bien entendu. Aujourd'hui, on peut dire que le paysage de la santé mondiale a radicalement changé. Les principales causes de mortalité sont devenues les maladies cardiovasculaires et les cancers. Il y a aussi les maladies respiratoires chroniques, le diabète, les maladies inflammatoires, dégénératives. Toutes ces maladies-là, on peut les regrouper dans ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, on pourrait dire qu'il survient quand nos cellules ne fonctionnent plus de manière optimale. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur du syndrome métabolique? Quel est le point commun entre toutes ces pathologies? C'est la résistance à l'insuline. Donc à partir de là, on comprend vite que si on veut vieillir en bonne santé, on a tout intérêt à ne pas tomber dans cette résistance à l'insuline. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du livre du docteur Benjamin Bikman qui traite spécifiquement de la résistance à l'insuline. C'est le titre du livre. C'est le titre qu'ils lui ont donné en français. En français, on est resté très sobre, hein, n'est-ce pas? Parce que en anglais, en version originale, en américain, pour être plus précise, ce livre s'appelle Why We Get Sick, littéralement « Pourquoi tombons-nous malades ?» Et moi, je préfère largement ce titre, cette version qui est beaucoup moins édulcorée et qui reflète beaucoup plus le problème de santé publique qu'est la résistance à l'insuline. Benjamin Bikman, pour vous le présenter brièvement, c'est un médecin américain et ses recherches portent principalement sur les mécanismes physiologiques de l'obésité, du diabète de type 2 et de la démence. Bien entendu que derrière toutes ces pathologies, il y a de la résistance à l'insuline et il est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la résistance à l'insuline. Alors c'est un livre qui est assez accessible au grand public, hein, même s'il y a pas mal de notions de physiologie. Et ici, plutôt que de vous en faire un résumé, j'ai préféré sélectionner 20 citations tirées directement de ce livre. Donc la première dit « En fait, la résistance à l'insuline est le trouble de santé le plus répandu dans le monde. Et elle touche chaque année plus d'adultes et d'enfants que n'importe quel autre trouble. » C'est vous dire l'étendue et la gravité de la situation. D'autant que ce phénomène peut se produire pendant des années, voire des décennies. Mais comme les médecins considèrent généralement que le problème est dû au glucose, le problème passe inaperçu jusqu'à ce que la personne soit tellement résistante à l'insuline que son insuline, quelle que soit la quantité qu'elle produit, n'est plus suffisante pour maintenir sa glycémie dans la fourchette normale. C'est à ce moment-là, peut-être des années après le début du problème, que l'on remarque enfin la maladie. Il est là le grand problème de la résistance à l'insuline, c'est que c'est de diagnostic très tardif. Et encore quand c'est diagnostiqué, parce qu'en général, on va diagnostiquer le diabète sans passer par la case de résistance à l'insuline. Pourtant, il existe un test biologique très très simple qui peut vous dire si vous êtes résistant ou non à l'insuline. C'est le test de HOMA qui peut être fait à la prise de sang le matin à jeun. Donc ce que nous dit aussi Benjamin Bikman, c'est que, en d'autres termes, le diabète de type 2 est une résistance à l'insuline qui a progressé au point que l'organisme est incapable de maintenir la glycémie en dessous du seuil cliniquement pertinent de 126 mg par décilitre, soit 1,26 g par litre. Donc le diabète de type 2 est une conséquence de la résistance à l'insuline, qui est elle-même une conséquence d'un hyperinsulinisme chronique, donc des taux constamment trop élevés d'insuline dans le sang. Cet hyperinsulinisme chronique, il est bien souvent la conséquence de pics glycémiques trop répétés, trop importants, trop rapprochés. La quatrième citation concerne le cancer. Le docteur Benjamin Bikman nous dit que le cancer du sein est peut-être le cancer le plus lié à la résistance à l'insuline. Non, le cancer, ça n'est pas que génétique, loin de là. C'est avant tout métabolique. Il nous parle aussi des migraines. Amélioration de la fréquence et de la gravité de leurs migraines de 75% simplement en limitant le sucre dans leur alimentation. Et ça, je peux vous dire que je l'ai constaté chez les femmes que j'accompagne. Mon approche du poids santé est basée sur la gestion de l'insuline. Et je peux vous dire que chez les femmes que j'accompagne, celles qui étaient migraineuses ont vu une nette amélioration de la fréquence et de l'intensité de leurs migraines. L'un des avantages les plus fréquemment cités par les personnes qui adoptent un régime pauvre en glucides, riche en graisse, est la disparition quasi immédiate des brûlures d'estomac.
Ça, pareil, je l'ai également constaté. Et c'est hyper rapide, ça peut être en quelques jours seulement. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs légers qui suivent un régime pauvre en glucides et riche en graisses voient leur fonction cognitive s'améliorer. Et ça rejoint tout à fait les travaux du docteur Dale Bredesen, dont j'avais déjà aussi parlé ici. Je vous remettrai le lien dans la description. Nous commençons à peine à comprendre tous les rôles que joue l'insuline dans le cerveau et dans le système nerveux central. Elle influence l'appétit, favorise la mémoire, régule la dopamine, etc. En résumé, un cerveau sain nécessite une bonne sensibilité à l'insuline. Et quand on dit une bonne sensibilité à l'insuline, ça ne veut pas dire beaucoup d'insuline, au contraire. La résistance à l'insuline et les troubles cardiovasculaires sont presque indissociables. Si vous souffrez d'hypertension, si vous avez fait un AVC, si vous avez les artères qui se bougent, comme on dit, il y a 99% de risque qui est une résistance à l'insuline sous-jacente. Lorsque nous reconnaissons le rôle central de la résistance à l'insuline, nous commençons à résoudre les causes fondamentales plutôt que les symptômes, ce que les médicaments ne peuvent faire. Malgré tous les efforts déployés à l'échelle mondiale pour endiguer les maladies cardiaques, plus nous négligerons la résistance à l'insuline, plus le problème s'aggravera. Il est un peu temps d'ouvrir les yeux quand même. La véritable cause de l'obésité est plus nuancée qu'un simple équilibre calorique. Ça, c'est ce que je vous ai déjà aussi répété. Perdre du poids, ça ne peut pas se résumer qu'à je compte mes calories entrantes, je compte mes calories sortantes. Il y a beaucoup de mécanismes de régulation interne, notamment au niveau de l'insuline, qui est l'hormone du stockage. On ne peut pas vouloir perdre du poids durablement en faisant l'impasse sur les mécanismes de régulation hormonale et métabolique. Et en effet, ça en découle directement. Il y a peu de gens qui choisissent les aliments en fonction de leurs effets sur l'insuline. La plupart du temps, les gens se demandent quel sera l'effet sur mon poids. Et il ne fait aucun doute que la nature des aliments ainsi que leur quantité ont de l'importance. Cependant, le type de calories est plus important que le nombre de calories. J'aimerais que vous reteniez bien ça. Les calories des lipides, des glucides ou des protéines ne sont pas utilisées de la même façon par l'organisme, notamment grâce aux hormones. On ne peut pas se contenter de compter. Une calorie n'est pas égale à une autre calorie. C'est bien plus complexe que ça, encore une fois. C'est sûr que si vous mangez 5000 calories par jour et que vous êtes complètement sédentaire, vous allez prendre du poids, on est tous d'accord là-dessus. Mais si vous voulez perdre du poids sainement, faire des plus et des moins, ça ne va pas suffire. Je vais vous donner un exemple plus concret pour vous aider à comprendre. Imaginez, vous mangez 1800 calories de fast-food ou de pizza et vous mangez 1800 calories d'assiettes beaucoup plus équilibrées, avec des végétaux, avec des produits bruts, avec des bons gras. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va avoir le même effet sur votre poids et au-delà de ça sur votre santé? Évidemment que non. D'où l'intérêt de ne pas se focaliser sur le nombre de calories, mais sur leur qualité. De toute façon, si vous mangez équilibré, si vous mangez en respectant vos sensations de faim et de satiété, vous n'aurez pas besoin de compter. Et donc, pour appuyer ce que je viens de dire, le corps humain est un peu plus compliqué qu'un simple four. Et un régime alimentaire ne se résume pas à calories ingérées, calories perdues. Dans la même idée, avec une autre image, l'organisme est un peu plus compliqué qu'un feu de camp. Ce sont les hormones qui déterminent comment le corps utilise le carburant ingéré et stocké, que ce soit pour fabriquer plus de muscles, pour faire grossir les os, pour fabriquer plus de graisse, pour produire de la chaleur, etc. Moins une personne a de masse maigre, en particulier de muscles, moins il y a de tissus sensibles à l'insuline pour aider à éliminer le glucose du sang et à rétablir les taux d'insuline à leur niveau de base. Cela signifie que la restriction calorique peut provoquer une résistance à l'insuline. J'espère que vous avez bien entendu cette phrase. Le muscle, c'est le tissu du corps qui consomme le plus de glucose. Pas de masse musculaire, peu de consommation de glucose, risque de résistance à l'insuline. Développez votre masse musculaire. Ça vous mettra à l'abri des problèmes de santé, d'autant plus en périménopause ou en post-ménopause. S'il vous plaît, faites travailler vos muscles. Mettez-leur du poids, soulevez du poids. Un autre fait intéressant. Les études qui ont comparé la sensibilisation à l'insuline induite par des exercices de cardio et par des exercices de musculation révèlent que, minute pour minute, l'entraînement de musculation est meilleur pour améliorer la sensibilité à l'insuline.
Encore une fois, arrêtez de vous épuiser avec des heures de cardio si vous n'aimez pas ça. Si vous aimez ça, il n'y a aucun problème. Le meilleur sport, c'est celui qu'on aime. Mais si vous n'aimez pas le cardio, ne vous torturez pas avec ça. Un peu de cardio modéré pour le système cardiovasculaire, oui. Du cardio intense, si vous n'aimez pas, il n'y a aucun intérêt. Les personnes qui suivent un régime pauvre en glucides sans restriction calorique peuvent perdre plus de graisse que les personnes qui suivent le régime classique pauvre en graisse avec restriction calorique, même si elles consomment potentiellement beaucoup plus de calories. Ça sert à rien de se priver. Encore une fois, ça sert à rien de compter les calories. Il faut faire les choses plus intelligemment que ça. Il faut activer le mode déstockage de votre corps. Et ça passe pas par le comptage de calories, au contraire. Ça passe par des stratégies hormonales et de gestion de l'insuline. Donc arrêtez avec les sprays là pour l'huile, ça m'horripile, ça me hérisse. Prenez une bonne huile d'olive, prenez une bonne huile de coco et utilisez-les, faites-vous plaisir, arrêtez avec les sprays. Je ne veux plus voir de spray. Je crois fermement qu'en changeant notre mode de vie, c'est pas moi qui parle, c'est Benjamin Bikman, mais je suis 100% d'accord avec ça, nous pouvons réduire le risque de développer une résistance à l'insuline et même l'éliminer une fois que nous avons développé ce trouble. Oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible à condition de mettre les bonnes choses en place. Dans la plupart des cas, un changement de mode de vie peut résoudre le problème. Ça, c'est toute ma vocation. À travers mon accompagnement, c'est exactement ce que j'aide les femmes à faire, à changer leur mode de vie pour avoir un mode de vie plus sain. Insulino-centré au niveau alimentaire, pas que d'ailleurs, aussi au niveau de l'activité physique, et un mode de vie plus sain qui les aidera à vieillir en meilleure santé possible. Et pour conclure, je vous donne la stratégie du docteur Benjamin Bikman himself. Voici les 4 piliers vitaux à la base d'un changement d'alimentation pour devenir plus sensible à l'insuline. Premièrement, contrôler les glucides. Deuxièmement, donner la priorité aux protéines. C'est une des raisons pour laquelle je ne peux pas travailler avec les végétariens. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué d'appliquer ces 2 premiers piliers parce que dans le régime végétarien, il faut faire la place aux protéines d'origine végétale qui sont contenues, entre autres, dans les céréales qui sont des glucides. C'est complexe, ça demande d'être spécialiste du régime végétarien, ce qui n'est pas mon cas. Troisièmement, consommer des matières grasses, arrêtez avec vos sprays. Et quatrièmement, surveillez l'heure. Parce que oui, nous avons un rythme qui est calqué sur le rythme du soleil, sur le rythme jour-nuit, le rythme circadien. Et nos sécrétions hormonales varient en fonction de ce cycle. Nous n'avons pas la même sensibilité à l'insuline tout au long de la journée. Donc notre corps ne réagira pas de la même façon aux glucides en fonction du moment de la journée. Voilà ce que je voulais vous partager à propos de ce livre que je vous encourage vivement à lire si vous voulez en savoir plus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin, quelqu'un qui serait atteint d'une de ces pathologies qui fait partie du syndrome métabolique. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et ne ratez pas ma vidéo de dimanche prochain à 18 h. D'ici là, je vous dis, soyez douce avec vous-même.